Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Dragon Ballology, l'émission entièrement consacrée à Dragon Ball et à son univers. Et aujourd'hui, pour la première fois, on va parler de Dragon Ball Super. Enfin, pour la première fois, dans un Dragon Ballology. Pas sur la chaîne. Ouais, Dragon Ball Super s'est terminé il y a un peu plus d'un mois, et le moins que l'on puisse dire, c'est que la série a divisé les fans sur pas mal de points, et l'heure est venue d'en faire un petit bilan. Mais vu que la passion n'est jamais finie, j'ai décidé qu'au lieu de faire une énorme vidéo sur ce que j'ai aimé ou pas dans la série, j'allais plutôt en faire plusieurs petites, qui me permettront, en plus de payer mon loyer, de me concentrer sur un aspect de Dragon Ball Super précis, et de le mettre en parallèle avec le Dragon Ball d'origine. Dans le but, comme d'habitude avec cette émission, d'essayer de comprendre comment ça marche Dragon Ball, et dans le cas présent aussi, comment ça ne marche pas avec Dragon Ball Super. Dragon Ball Super est donc une série avec pas mal de défauts, mais je vais pas m'amuser à tous les énumérer ici, hein. Là je vais prendre un exemple précis qui explique bien, qui illustre bien le délire de pourquoi ça marche dans Dragon Ball et pourquoi ça ne marche pas dans Dragon Ball Super. On se souvient tous du dernier épisode de Dragon Ball Super, et de cette fameuse scène dans laquelle Whis ressuscite Frieza, pour le remercier de sa participation au tournoi du pouvoir. Cette scène a suscité une vive polémique, beaucoup clamant que selon eux, Whis était beaucoup trop cheaté, parce qu'en plus de ressusciter les gens à volonté, il peut aussi remonter le temps, et en plus il est bien plus fort que les dieux de la destruction. Et que par conséquent, ça annihile totalement l'intérêt des Dragon Ball Super, des Dragon Ball, mais bien plus grave, ça annihile toute notion de danger, parce que les personnages sont constamment dans DBS, accompagnés par un être tout puissant qui pourrait techniquement absolument tout régler en 2 secondes. Et je suis totalement d'accord avec ça, à 100%, j'en retirerai pas une ligne. D'autant plus qu'il y a encore plus balèze que Whis dans l'univers de Dragon Ball Super, hein. Bon bah déjà il y a le prêtre, le grand prêtre, mais encore au-dessus, il y a surtout Zeno. Zeno, qui est un personnage qui est littéralement le dieu, le gars qui décide de tout. Et quand il débarque à la fin de l'arc Zamasu pour littéralement effacer la menace en 2 secondes, on se rend assez vite compte que ce personnage pose problème. Alors oui, l'intervention de Zeno dans cet arc a du sens avec les thématiques de l'arc, à savoir la place des mortels dans l'univers. Quand Zeno débarque, c'est pas juste une facilité scénaristique de plus, c'est aussi et surtout un moyen de montrer à Goku et même à Zamasu qu'aussi puissant qu'on soit, qu'il y a toujours des forces qu'on ne peut pas maîtriser, des choses qui dépasseront toujours notre entendement. Zeno leur apprend l'humilité en fait. C'est un petit peu pareil pour le perso de Whis, et dans une moindre mesure dans Battle of God avec le perso de Beerus aussi. Mais c'est pas parce que certains de ces personnages sont porteurs d'une certaine symbolique qu'ils sont bien utilisés dans Dragon Ball Super. En réalité, à bien y regarder, ces personnages sont un véritable handicap pour le récit. Et ça d'ailleurs, beaucoup l'ont parfaitement compris. Mais il y a aussi les autres, ceux qui l'ont pas du tout compris. Ça, c'est le genre de gens, tu sais, que quand tu critiques un personnage ou un élément qu'ils adorent dans une série, te sortent toujours le même fameux argument qui sont persuadés qu'il est imparable. Y a la même chose dans Dragon Ball, donc si tu dis que c'est nul dans DBS, eh ben c'est nul dans Dragon Ball aussi, hein. Ou dans le cas précis, ça donne un truc du genre, oui, si tu dis que Zeno et Whis sont trop cheatés dans Dragon Ball Super, dans ce cas-là, Dragon Ball aussi c'est trop cheaté parce qu'il y a les Dragon Ball, hein. Ou encore... Oui, de toute façon dans Dragon Ball il y a toujours eu des Deus Ex Machina, Dragon Ball ça a toujours été trop facile. Tu pues de la gueule toi? Ce que je trouve absolument fascinant et presque touchant, c'est que les gens qui te sortent toujours cet argument sont persuadés intimement d'avoir trouvé THE argument imparable. C'est touchant. Parce qu'en fait, si tu admets qu'ils ont raison, ça veut dire que tu admets aussi que Dragon Ball, bah en fait c'est pas si bien, et du coup t'es pas vraiment un fan. Alors que si t'admets que non effectivement ils ont raison, bah ça veut dire que en fait Dragon Ball Super, vu que c'est bien dans Dragon Ball, ça veut dire que c'est bien Dragon Ball Super. Donc Dragon Ball Super c'est bien. Donc dans tous les cas ils sont persuadés de t'avoir niqué. Alors que non, en fait. Cet argument ne démontre qu'une seule chose, hein, et encore une fois, hein, ceux qui utilisent cet argument, ça démontre juste que vous n'avez même pas compris de quoi vous êtes en train de parler, en fait. Ouais. Déjà, parce qu'être fan d'un truc, ça veut pas dire l'aimer aveuglément et tout trouver génial dedans. Tu peux très bien être un vrai fan en prenant en compte les points forts et les faiblesses d'une œuvre, et l'aimer telle qu'elle est. Ça veut pas dire que tu n'as pas le droit de discuter des trucs. Et ensuite, c'est pas parce que y a un défaut qui était dans l'original, que arriver dans la suite et que le défaut est toujours là, bah c'est plus un défaut. Un défaut reste un défaut en fait. Ça n'a aucun sens ce que vous me dites. Et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, je suis désolé. Non en fait je suis même pas désolé. Non, c'est pas du tout pareil dans le Dragon Ball d'origine. Mais ça bouge pas mon gars, je vais te le démontrer tout de suite. Alors oui,
Dans Dragon Ball, il y a toujours eu des éléments de l'univers susceptibles de résoudre n'importe quel problème et de donc désamorcer toutes les péripéties, les intrigues de l'histoire. Mais ces éléments ont toujours été gérés très différemment que dans Dragon Ball Super. C'est même parce que ces éléments ont été très bien gérés que Dragon Ball était intéressant en réalité. Par exemple, les Dragon Ball. Avec les 7 boules, on peut a priori souhaiter n'importe quoi. Ressusciter les morts, devenir immortel et tutti quanti. Donc normalement, face à n'importe quelle menace, il suffirait à Goku de rassembler les Dragon Ball, de faire le bon souhait et hop, n'importe quel souci est réglé dans la seconde. Donc a priori, Dragon Ball, dès le départ, ça aurait dû être daubé du cul, et sans intérêt. Donc la première fois que Goku, Bulma et compagnie rassemblent les boules, il ne devrait plus y rester aucun enjeu, aucune tension, aucune péripétie. L'histoire aurait dû logiquement s'arrêter là. C'est là que Toriyama a été malin, il a posé des limitations au Dragon Ball. On ne peut les utiliser qu'une seule fois par an, et après elles se changent en pierre et se rééparpillent à travers le monde, ce qui va forcer Goku et ses amis à repartir à leur recherche, plusieurs fois. Un ennemi trop fort se pointe, demandons donc à Shenron de le tuer. Non, on ne peut pas, Shenron ne peut pas tuer un mec plus fort que son créateur. On va devoir trouver un autre moyen. Allons donc nous entraîner. Oh non, Piccolo est mort, nous n'avons plus de Dragon Ball pour ressusciter nos amis. Allons en chercher sur la planète Namek. Oh non, Krillin est remort. Heureusement, les boules de Namek peuvent ressusciter les gens de manière illimitée, mais en fait pas totalement, seulement une personne à la fois. Bref, c'était des exemples très rapides pour te faire comprendre que Toriyama a très vite compris que les Dragon Ball, des objets capables de a priori tout faire, poseraient rapidement problème pour le récit, parce que ça désamorcerait toutes les intrigues, toutes les péripéties, toutes les menaces éventuelles. Il a donc décidé, et ça très intelligemment, de poser des limites, des contraintes à l'utilisation de Dragon Ball. Ce qui fait que les Dragon Ball, au lieu de devenir des freins à toute péripétie, à toute intrigue, bah en fait, grâce à ces contraintes, ces limites, elles deviennent le moteur des intrigues et des péripéties de l'histoire. Par exemple, un exemple que je viens de donner un peu avant, mais comme t'es con, je le répète, Piccolo est mort, il n'y a plus de Dragon Ball, boum, point de départ de l'histoire, ils sont obligés de partir sur Namek. C'est comme ça que commence l'arc Namek en fait. Voilà, tout simple. Et ça, Toriyama l'a fait avec tous les éléments qui, a priori, étaient trop cheatés pour que l'histoire devienne réellement intéressante. Par exemple, le Mafuba, de base, ça a l'air méga cheaté, mais si tu l'utilises, la contrainte veut que, tu risques, t'as de bonnes chances d'y crever, si tu l'utilises. Ouais. Et c'est un peu pareil pour les Potala aussi, hein. Là, on a un parfait exemple d'un truc qui marchait dans Dragon Ball, et qui ne marche plus du tout dans Dragon Ball Super. Dans le manga, les Potala, c'est ultra cheaté de ouf. Goku et Vegeta, en les utilisant, deviennent végétaux. Leur puissance devient ahurissante et ils peuvent exploser a priori n'importe qui. Mais de base, leur utilisation devrait être définitive. Une fois fusionnés, c'est irréversible à vie. Ce cheat code des Potala a un coût extrêmement élevé pour les héros, et même si ça va régler la situation conflictuelle en cours, ça va laisser des traces pour les héros. Bon, coup de bol, ils ont été séparés une fois absorbés par Boo. Bref, mais quand même, de base avec les Potala, là on avait un parfait exemple d'outil a priori cheaté, qui au lieu d'annihiler toutes les intrigues, toutes les péripéties, était source, de par ses contraintes d'utilisation, d'intrigues et de péripéties. C'était un moteur de l'histoire, finalement. C'était bien. Pour la faire plus courte, les Potala sont cheatés, mais ont une contrainte suffisamment forte et crédible pour ne pas annihiler toutes les péripéties et les intrigues. Voilà. Sauf que, dans Dragon Ball Super, les Potala utilisés entre deux mortels ne durent plus qu'une seule petite heure. Alors ce changement de derrière les fagots ne me choque pas en soi. C'est plus ce que ce changement implique qui me dérange. Jusqu'ici, Goku et Vegeta ne fusionnaient plus, parce qu'ils devaient sacrifier leur individualité à jamais. Et pour des mecs autant fiers, c'était un peu chiant. Ils ne pouvaient donc pas se reposer sur les Potala pour gagner. Mais maintenant que ce coup énorme a disparu, absolument rien ne les empêche de fusionner quand bon leur semble. Rien que pour le tournoi du pouvoir, absolument rien ne les empêchait de fusionner en végétaux pour niquer tout le monde. Si ce n'est leur volonté de se battre seuls. C'est un peu léger comme prétexte. D'autant plus que l'adversaire en face n'a pas hésité à fusionner. Et en plus c'était débile parce qu'à la fin ils ont gagné parce qu'ils se sont battus à plusieurs. D'ailleurs, entre parenthèses, je suis persuadé que la Kafla là, ça va devenir la nouvelle Gotenks. À chaque fois qu'on va voir Kale et Caulifla, à un moment donné ils vont fusionner. Parce qu'il n'y a plus aucune limite, il n'y a aucune raison qu'ils le fassent pas. Ouais. Donc les Potala marchent dans Dragon Ball et ne marchent plus dans DBS. Tout simplement parce que dans Dragon Ball, tous les éléments cheatés avaient un coût, en fait, une contrainte, une limite qui relançait l'intérêt de l'histoire. Mais ça je te l'ai déjà dit. Et c'était pas le cas dans Dragon Ball Super. Et là, tu vas me dire... Oui, mais dans Dragon Ball d'origine, les Dragon Ball, à chaque fois, ça ressuscite les morts et ça répare tous les dégâts de la bataille. Donc finalement, les Dragon Ball, ça annihile quand même tout l'enjeu des intrigues et des péripéties de l'histoire. Oui, mais non. Parce que dans le Dragon Ball d'origine, les héros ne sont autorisés à utiliser les Dragon Ball
qu'une fois que la menace est écartée, qu'une fois qu'ils ont vaincu leur ennemi, qu'une fois qu'ils ont gagné. Les Dragon Ball dans Dragon Ball sont une récompense pour avoir gagné. Par exemple, pour ressusciter les victimes de Cell, bah faut d'abord tuer Cell, parce que sinon y a rien qu'empêche Cell de retuer les gens derrière, tu vois, ça serait débile. Les Dragon Ball n'ont jamais réellement été la cause directe de la victoire de Goku. Bon, à part peut-être dans la fin de la saga Buu. Et encore, on pourrait dire que ce coup de main des Dragon Ball a été la récompense de Goku pour avoir sauvé l'univers autant de fois. Mais en règle générale, les Dragon Ball sont le moteur des péripéties, et la récompense quand ils gagnent. Mais en aucun cas, ce sont une espèce de Deus Ex Machina qui résout les intrigues en 2-2. Même dans Dragon Ball GT, les Dragon Ball continuent d'être avant tout le moteur de l'histoire. Rien que l'idée que d'avoir trop utilisé les Dragon Ball, qui donnent naissance ensuite aux méchants dragons trop balèzes, démontre à quel point les gars qui ont fait GT avaient compris comment se servir d'outils aussi cheatés comme une source d'intrigue, plutôt que comme un vulgaire Deus Ex Machina à la con. Et c'est en ça que c'est très différent de l'utilisation de Whis et Zeno dans Dragon Ball Super. Et là je les compare les Dragon Ball à Whis et Zeno et pas aux Dragon Ball Super, parce que les Dragon Ball Super sont utilisés exactement comme les Dragon Ball. C'est une récompense. Mais quand je dis que Whis et Zeno sont trop cheatés pour Dragon Ball Super, on m'oppose les Dragon Ball de la Terre, de Dragon Ball d'origine. C'est pour ça que je compare ça et ça. C'est pas... voilà. Bon, ok, c'est vrai, dans le cas du tournoi du pouvoir, Whis ressuscite Frieza en guise de récompense. Bon, ok, mais c'est la seule fois où il agit comme ça. Mais dans Resurrection of F, quand il remonte le temps de 3 minutes avant que Frieza détruise la Terre, Whis est directement responsable de la victoire de Goku. Quand Zeno efface Zamasu et la timeline de Trunks, il ne s'agit pas non plus d'une récompense, parce que les héros ont été vaillants. Non, il fait leur boulot à leur place. Et Zeno et Whis semblent pouvoir aider les héros à tout moment, sans aucune limite, sans aucune contrainte. La seule chose qui les empêche d'intervenir, bah c'est leur bon vouloir en fait. Ils ne sont pas source de péripéties et d'intrigues, au contraire, ils annihilent tout l'intérêt des péripéties et des intrigues à partir du moment où ils se pointent dans l'histoire en fait. Bon, ok, Zeno a organisé un tournoi juste après, donc finalement il a été source de péripéties pour cet arc-là. Mais dans l'avenir, qu'est-ce qui empêche Goku d'appeler Zeno dès qu'une menace se pointe? Bah, à part le fait que Goku aime se battre tout seul, bah rien en fait. Et je trouve que cette justification, à force d'être utilisée pour un oui pour un non, bah elle devient plus grotesque qu'autre chose. C'est un peu léger. Moi je veux bien qu'on ait des excuses pour pas qu'ils interviennent, mais il faut trouver de bonnes excuses à chaque fois, pas juste des petits trucs de merde. Et c'est un peu... pour moi, un des gros problèmes de Dragon Ball Super, parce que quand t'as des entités aussi surpuissantes, toutes puissantes, que Zeno, Whis et même dans une moindre mesure Beerus, la seule chose qui fait que les menaces et les péripéties arrivent, bah c'est qu'ils décident ou non d'intervenir. Et même lorsqu'ils décident d'intervenir, même si c'est justifié, bah ça annihile un petit peu les péripéties et le parcours des héros quelque part. Parce qu'à chaque fois que dans Dragon Ball Super, Whis ou Zeno, et peut-être même Beerus sont intervenus pour sortir les héros de la merde, du coup les héros n'avaient rien accompli en fait. C'est un peu un problème. Par exemple, dans l'arc Fukatsu no F, les héros n'ont rien accompli. Alors, ils ont peut-être tiré une petite leçon, à la limite, mais ils ont rien accompli. Dans l'arc Zamasu, c'est pareil, ils n'ont rien accompli. Ils en ont peut-être tiré une leçon, mais ils n'ont rien accompli. Et là, tu vas me sortir, oui, mais Kami-sama et Mr. Popo n'avaient pas arrêté Piccolo eux-mêmes non plus à l'époque, parce qu'ils ne voulaient pas intervenir, alors qu'ils auraient pu l'éclater en 2 secondes. Oui, sauf que ce choix de ne pas arrêter Piccolo avait eu des conséquences sur Kami-sama, qui a été dépassé par Piccolo plus tard, que ça a donc été une source de développement pour les personnages. La non-intervention de Kami-sama a servi à raconter quelque chose, et il le dit lui-même, il fallait que l'humanité apprenne à se débrouiller par elle-même. Et même lorsque Kami-sama a décidé d'intervenir, et c'est arrivé 2 fois, quand il est descendu lui-même au tournoi en faisant passer pour Shen pour défoncer Piccolo, et quand il a décidé de fusionner avec Piccolo pour battre Cell, ça a foiré. Donc au final, son intervention a permis à Goku d'accomplir quelque chose. Ça ne lui a pas enlevé le mérite d'avoir accompli quelque chose. Alors que quand Whis et Zeno arrivent, ça enlève la possibilité à Goku d'accomplir quelque chose réellement. Je te parle en termes de scénario, de narration. Je te parle pas en termes de... Parce que oui, Whis a remonté le temps, Goku a pu niquer Freezer. Mais s'il a niqué Freezer, c'est parce que Whis a remonté le temps, donc il n'a rien accompli. C'est Whis qui a réglé le problème, c'est pas lui. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, avec des personnages méga puissants comme Whis, Zeno, et encore une fois, peut-être Beerus aussi, et même le grand prêtre, bah, toute menace, dans Dragon Ball Super, finalement, sonne un peu artificielle. Bon, il n'y a pas beaucoup des grosses menaces dans Dragon Ball Super, mais quand même. Et à l'avenir, ils vont devoir trouver des explications
un peu plus touffu que on préfère se battre tout seul ou on n'a pas envie d'intervenir tout simplement. Il va falloir trouver des nouvelles justifications pour relancer l'intérêt de l'histoire. Parce qu'au bout d'un moment, c'est plus trop crédible. C'est ça que je veux dire, c'est le problème avec ces personnages en fait. Voilà pourquoi, selon moi, les personnages ou les objets cheatés fonctionnent dans Dragon Ball et ne fonctionnent pas totalement dans Dragon Ball Super. Et aussi et surtout parce que Dragon Ball, c'est la vie. Alors voilà, comme d'habitude, je t'invite à dire ce que t'as pensé de ce sujet en commentaire, si t'as des choses à redire, mets des j'aime, mets des pouces rouges, abonne-toi, partage la vidéo comme tu veux. J'en profite aussi pour dire, suis les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter pour être sûr de ne pas rater les vidéos. Et aussi, instant promo, Dirty Cosmos 1 et 2, toujours disponible dans la description, en e-book, format papier, le numéro 3 arrive incessamment sous peu, t'achètes, tu lis, tu t'éclates, et puis voilà, c'est bien. Ouais. Et aussi, suivez-nous sur Twitch. Il y a des lives à peu près tous les jours. Voilà. Hein. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?